dresser un état des lieux du débat sur l'Europe, sur l'euro dans la presse française. Et c'est vrai que c'est une question stratégique cruciale, puisque dès lors qu'on considère qu'une véritable rupture avec les traités européens, une sortie de la zone euro sont non pas une fin en soi, bien sûr, ni même une recette magique pour résoudre tous les problèmes, mais une condition préalable nécessaire pour sortir de l'austérité, retrouver des marges de manœuvre face aux diktats ou au chantage des institutions européennes. Alors il faut que ces options-là soient mises en circulation dans le débat public, qu'elles soient discutées, débattues, qu'elles fassent leur chemin dans la tête des citoyens, que la sortie de l'euro soit perçue comme une option politique de gauche, ou du moins qu'elle ne soit pas réduite à une option d'extrême droite. Et ça, c'est donc la question de savoir si les médias font leur travail de rendre visibles les discussions qui existent sur ce sujet. Alors je dois dire que de mon point de vue, trop pessimiste peut-être, mais moi j'ai l'impression que ça bloque, qu'on ne fait pas de gros progrès depuis la défaite de Syriza de l'été 2015, qui pourtant aurait dû mettre les choses en branle et produire plus d'effets. Je pense par exemple au livre La fin de l'alchimie, paru au début de l'année, écrit par l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mervyn King, qui dit que quitter la zone euro pourrait être la seule solution pour retrouver la croissance et le plein emploi, et personne n'en a parlé dans les médias, sauf le site de droite Atlantico. Alors, quand même, il ne se passe pas rien. Quand quelqu'un comme Joseph Stiglitz, prix Nobel, qui fait partie des 3 économistes les plus célèbres du monde, sort un livre qui s'appelle « L'euro, comment la monnaie unique menace l'avenir de l'Europe », tous les grands journaux sont obligés d'en parler. Et là, il est interviewé partout, dans Le Monde, Les Échos, France TV Info, Le Point, BFM. Le problème, c'est quand on regarde de plus près le traitement médiatique du livre, on s'aperçoit que tout est fait pour immédiatement neutraliser son propos. Alors par exemple, dans Le Monde, on fait l'interview, c'est obligatoire, mais une semaine après, la même journaliste qui a fait l'interview écrit un article qui s'intitule « L'euro bouc émissaire facile » et sans argument, en fait, désigne le livre de Stiglitz et dit à base d'arguments un peu flous du genre on est quand même plus fort quand on travaille tous ensemble et restons unis. Donc ça c'est Le Monde. Sur BFM TV c'est pareil, on fait la petite interview de Stiglitz, puis on consacre une émission de décryptage à son livre. Et qui est-ce qu'on invite pour commenter, décrypter le livre de Stiglitz? Eh bien, Jean Quatremer, bien sûr. Et Pervenche Berès, députée PS. Et donc, elle va nous expliquer dans cette émission qu'en fait, ce que Stiglitz a vraiment voulu dire, c'est que la solution, c'est plus d'Europe. Donc, on avait mal compris son livre. Mais bon, ça, à la limite, c'est BFM TV, donc on n'en attend pas beaucoup plus d'eux. Ce qui est presque plus inquiétant, c'est que le débat n'est pas beaucoup plus ouvert dans les médias de gauche. Alors bien sûr, il y a toujours les mêmes exceptions, le monde diplomatique qui a une ligne de gauche souverainiste depuis longtemps. Bien sûr, toutes ces questions-là sont plus audibles. Mais quand on regarde par exemple chez Alter Eco Plus, qu'est-ce qu'on trouve sur le livre de Joseph Stiglitz? Un article de Guillaume Duval qui s'intitule « Euro, pourquoi Joseph Stiglitz se trompe ?» Et quand on regarde les arguments, c'est affligeant. Je vous lis un des premiers arguments, c'est l'euro est d'abord un moyen de marquer une rupture avec l'approche libérale de l'Europe marché. En gros, l'argument c'est l'euro a mis un terme au dumping monétaire, comme s'il ne savait pas que le dumping monétaire, enfin que la guerre d'échange avait été remplacée par la guerre des salaires et la guerre des systèmes fiscaux, que l'euro est au contraire l'instrument de la compression salariale. Tout ça, c'est assez... c'est un aveuglement extrêmement étonnant de sa part. Et l'autre argument, alors celui-là, c'est celui qui va revenir partout dans vraiment toute la presse un peu de gauche, c'est celui qui dit, de toute façon, même si on peut constater que l'euro dysfonctionne, là je le cite, il dit « Il n'y a en réalité pas d'autre sortie possible de l'euro que celle que prône Marine Le Pen. » Autrement dit, l'exit, la sortie de la gauche, est impossible. Une sortie sera forcément nationaliste, forcément de droite. Et c'est aussi ce que disent des gens comme Philippe Marlière ou Roger Martelly dans Regard, où moi j'écris par exemple, et où je vois que ça bloque. Pour l'anecdote, à Regard, ça fait 1 an et demi qu'on est censé faire un dossier sur l'Europe, et que finalement on ne le fait jamais. Parce que
ça provoque tout de suite des grosses disputes, des discussions, et donc on ne parle pas d'Europe en fait, à Regard, depuis 1 an et demi. Et cette idée que la sortie est forcément nationaliste, c'est exactement ce qui est ressorti du traitement médiatique du Brexit, où on a bien vu que ce qui était dit dans la presse dès le lendemain, c'est si les gens ont choisi de sortir, ça ne peut que être parce que c'était des gens racistes qui se sont fait manipuler par des démagogues, et voilà, ça ne pouvait pas être un choix rationnel. Julien Salingue a fait une super recension pour le site d'Acrimed sur la réaction des journalistes, des éditorialistes. Et il a recensé un peu tous les mots qui revenaient tout le temps. Alors le mot qui revenait beaucoup, c'était gueule de bois. Les Anglais ont la gueule de bois au lendemain, et ils se sont rendus compte de ce qu'ils ont fait la veille dans un moment de délire où ils n'étaient pas en pleine possession de leurs moyens. On a eu plein de fausses informations sur le fait que c'était que les Anglais se seraient précipités pour taper qu'est-ce que l'UE le lendemain dans Google pour comprendre ce qu'ils avaient fait la veille, alors qu'en réalité il y avait beaucoup plus d'Anglais qui ont demandé quelle était la météo le lendemain que qu'est-ce que l'UE. On a eu plein de micro-trottoirs sur tous ces Anglais qui regrettent, les Brexiteers, sur la pétition anti-Brexit, qui était en fait bidon, n'importe qui pouvait inventer des noms signés. On a eu plein d'analyses fausses expliquant que ceux qui avaient voté pour le Brexit, c'était des vieux, donc autrement dit, des vieux cons, des vieux séniles, des vieux racistes. Donc, voilà, on peut pas, ça reste inconcevable dans la presse mainstream que on puisse vouloir une sortie de l'euro sans être un raciste ou un débile. Et alors, l'autre mot qui revenait beaucoup dans la presse, c'était, pour savoir quelles sont les conséquences, c'était le chaos, bien sûr. Le Royaume-Uni au bord du chaos. Et en fait, quand on regardait de plus près, c'est pas tant que les journalistes prédisaient le chaos ou s'inquiétaient du chaos. C'était qu'il fallait faire en sorte que ce soit le chaos. Il fallait punir les Anglais. Alors, toujours Jean Quatremer, mais toujours lui, qui s'occupe de l'Europe en libération, avait dit, la veille du résultat, il avait dit, pour éviter la contagion, il faut que le départ soit douloureux. Et alors finalement, quelle leçon est tirée des éditorialistes du Brexit? Non pas que le système actuel néolibéral tel qu'il est déterminé par le cadre européen ne satisfait pas la majorité des Anglais, voire même les maltraite. Non, la leçon qui a été retirée de cet épisode, c'est, puisque les gens votent mal, surtout sur l'Europe, eh bien, il faut arrêter de les faire voter sur l'Europe, il faut arrêter de faire des référendums. Alors pour Thomas Legrand sur France Inter, c'est un pernicieux instrument de l'autoritarisme. Pour Croissant-Do, au Nouvel Obs, c'est un condensé de perversion démocratique, une extravagante illustration de ce qu'il ne faut pas faire. C'est la tyrannie de la majorité, comme si c'était mieux peut-être d'avoir la tyrannie de la minorité. Dans l'opinion, c'est le référendum et la maladie infantile de la démocratie. Et finalement, ce qui était perturbant, c'était que là où on entend les espaces médiatiques où on entend les critiques les plus construites de la construction européenne comme machine à broyer de démocratie, et l'espace où on assume de défendre une véritable rupture, c'est moins dans les médias de gauche que dans les rangs minoritaires de la droite antilibérale, soit gaullistes, soit les héritiers de Chevènement. C'est dans les tribunes de Figaro Vox, par exemple, que quelqu'un comme Coralie Delhomme, qui suit les affaires européennes de près, tient vraiment une très bonne... intervient très régulièrement avec des analyses super sur l'euro. On a les journalistes du comité Orwell. Donc ça, c'est des gens comme Natacha Polony. Je suis désolée pour les étrangers, c'est des noms très franco-français, mais Benjamin Mastemberger, Franck Dedieu, des gens de l'expansion, de Marianne. Sinon, on peut trouver l'interview de Henri Guénaud dans Figaro, par exemple. Il va y avoir faire une critique où on se dit on n'a rien à redire sur son diagnostic sur l'Europe, donc c'est assez gênant à gauche. Alors, la question maintenant, pour moi, c'est est-ce que la campagne présidentielle sera l'occasion d'ouvrir le débat, de faire mieux que ça? Donc Mélenchon, bien sûr, dit qu'il veut mettre cette question en priorité au cœur de la campagne, avec son plan B, ça va dans le bon sens, et
Et heureusement, voilà, lui, il n'a pas peur de parler de souveraineté, de rappeler que c'est un concept indissociable de la gauche. Mais les grands partis de gouvernement, eux, n'ont aucune envie de parler d'Europe. Quand on regarde, par exemple, la semaine dernière, l'actualité, c'était les primaires de la droite. La question européenne a brillé par son absence. En matière de politique étrangère, il parlait beaucoup plus des relations avec la Russie que des relations avec l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie. Donc pourquoi ce vide? La première raison, c'est qu'à droite, et en fait ça sera pareil au PS, au moment de leur débat, de leur primaire, il n'y a pas vraiment de débat ou de différence entre les candidats, donc on n'en parle pas beaucoup. Et puis surtout, tous savent que l'Europe n'a pas bonne presse dans l'opinion publique, et donc ils n'ont rien à gagner à défendre le statu quo, et encore moins à promouvoir une intégration ou un fédéralisme renforcé. Et en même temps, aucun des candidats n'envisage la moindre rupture, ni même le moindre changement de cap. Donc plutôt que de dire, en fait, nous on prévoit de faire pareil, que Hollande empire, c'est plus simple de ne pas en parler du tout, et de ne pas en parler, directement. Donc voilà, il est impératif que la gauche, que le fond gauche, que Mélenchon parvienne à imposer la question européenne dans la campagne. Et en fait, mon espoir, c'est que ça pourrait être pas si difficile que ça. Parce que je disais que Fillon ne parle pas directement de l'Europe, mais d'une certaine manière, il en parle beaucoup indirectement. Là où on a une chance, c'est que Fillon ne parle pas seulement de thématiques identitaires et sécuritaires. Bien sûr, il parle d'islam et d'immigration, mais pas que. Il parle aussi d'économie, et il assume un programme économique ultralibéral, thatchérien. Et c'est une première à droite. Quand on pense à Chirac, lui parlait de la fracture sociale. Même Sarkozy, en 2007, n'a pas du tout fait campagne sur la réforme des retraites qu'il allait faire une fois qu'il était président. Là, pour la première fois, on a un candidat de droite qui assume un programme ultralibéral et 100% Europe compatible, l'Union européenne compatible, austérité drastique, voilà, vous voyez, suppression de 500 000 postes de fonctionnaires, augmentation du temps de travail, baisse des impôts sur les plus riches, flexibilisation du marché du travail, réduction de la sécurité sociale, etc. Et ça ouvre une voie dans le débat public pour lui répondre sur le plan économique, et donc forcément pour parler du cadre européen, qui est le cadre implicite, qui est l'outil de ce libéralisme économique. Et donc là, ça laisse un boulevard à la gauche pour formuler son alternative européenne. Merci.